Bonsoir. Le Premier ministre Hachi Patrick rêve de voir la Côte d'Ivoire devenir le Dubaï d'Afrique. Quelles conditions pour la réalisation d'un tel rêve? Eh bien, on va en débattre en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question de la délivrance des cartes nationales d'identité. Pour en parler, nous serons en compagnie du directeur général adjoint de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Il s'appelle Ago Christian Kodia. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour ce tout nouveau numéro du Live Talk, pour cette semaine que nous entamons et que nous vous souhaitons des plus agréables sur Live TV. Eh bien, je crois que le gris est de rigueur sur le plateau. J'avais promis, j'essaie de me... Voilà. Gris, Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bien, Gris et grisonnant. Oui, merci, c'est fabuleux. Je crois. Avec Alain, de temps en temps dans la loge, on a des envolées, des envolées de mots, c'est ça. Bien sûr. Élisée Boulougbe, Gris, comment allez-vous? Je vais très bien, Brice Gris. C'est ça, exactement. Je vais bien, merci. Comment Hors sujet. allez-vous? Oui, complètement. Oui, complètement hors sujet. Ouais. Bon, j'avais promis de ne plus faire de blagues sur les couleurs, donc j'en fais pas. Comment ça va, Rihanna? Ça va très bien. bien. Votre week-end? Ça va, très reposant. C'est sûr que déjà qu'on a le sourire sur le plateau. Les sujets sont très importants. Les sujets, comment on dit, défraient beaucoup de passion, c'est ça? Tout à fait. J'utilise la bonne expression? Défraie la chronique. Défraie la chronique. Alimente la chronique. Alimente la chronique. Et les passions, on dit quoi pour les passions? Bon, Défraie les passions. Ça a fait un petit débat sur Internet de temps en temps. Il a dit défraie les passions. Oui, ça peut se dire. Bon, enfin, merci. Alors, avec votre permission, madame, messieurs, chez vous à la maison, eh bien, nous entamons notre petit débat. Je crois qu'avant la fin de l'émission, je trouverai le mot qui va avec passion. Donc les téléspectateurs pourront nous dire, vu qu'on est en direct sur nos pages des réseaux sociaux. Donc je crois qu'un des téléspectateurs va me donner l'expression pour que je termine l'émission avec. Le Premier ministre Patrick Hachi, je le disais tout à l'heure, sous le charme de Dubaï, le chef du gouvernement ivoirien rêve de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, devenir le Dubaï d'Afrique. Ceci à la faveur d'une présence à l'exposition de Dubaï, donc à laquelle la Côte d'Ivoire participait. Et bien le Premier ministre Hachi est à l'exposition Dubaï 2021. Il a été séduit donc par les prouesses architecturales et technologiques de Dubaï. Vous y croyez en ce rêve de faire de la Côte d'Ivoire le Dubaï d'Afrique? C'est possible selon vous? C'est fortement possible. Ça fait un peu sourire quand même. C'est fortement possible. Quand on voit que le pays hôte même donc, de cette édition de l'exposition universelle est lui-même parti d'un simple désert qui aujourd'hui est un pont donc, entre l'Europe, l'Afrique et tout ça à travers cette édition notamment du forum en question, on se dit que oui, c'est possible, partir d'un désert et aujourd'hui devenir limite un parc technologique, devenir un parc d'architecture moderne, d'innovation et tout ça, pouvoir réunir par exemple aujourd'hui tous ces pays-là à Dubaï, c'est une belle exposition, une belle vitrine que ça donne déjà à Dubaï. Mais au-delà de ça, c'est énormément d'espoir que ça donne à tous les pays aujourd'hui qui s'y rencontrent. Parce que c'est un lieu de rencontre infini entre des investisseurs, des bailleurs, des demandeurs, des pays qui ont su faire leurs preuves, d'autres pays qui ont des modèles à prendre d'autres pays. Enfin, tout ça pour dire que c'est possible. C'est possible, tant bien. J'entendais la chute, hein, c'est un peu comme dans les vannes, il y a les chutes. Ce que Dubaï a fait en 50 ans, nous pouvons en rêver et le faire en Côte d'Ivoire. Élisée Boulougbe, vous y croyez-vous? De fait d'Abidjan, bon, je dirais même pas peut-être, pardon, de Côte d'Ivoire, je dirais pas Dubaï, mais peut-être les Émirats Arabes Unis d'Afrique, parce que Dubaï, c'est juste une partie des Émirats Arabes Unis. Donc, fait peut-être de la Côte d'Ivoire les Émirats Arabes Unis. Vous savez, tous les rêves sont réalisables à condition qu'on accepte véritablement de faire le pas du rêve à la réalité. C'est exactement le message qu'il a transmis. Se donner les moyens de transformer ce rêve-là en réalité. Et pour ça, Dubaï est aujourd'hui une fierté. Tout le monde admire Dubaï. Mais Dubaï n'était pas comme ça il y a 50 ans. C'est parce qu'arrivé à un certain moment, des gens se sont dit qu'il faut que nous transformons notre rêve en réalité en nous donnant les moyens. Et ils se sont donné les moyens de transformer ce rêve-là en réalité. Donc, à notre niveau, si on veut vraiment faire de la Côte d'Ivoire, les Émiratis,
de l'Afrique, c'est à nous maintenant de prendre des dispositions par rapport à ça. On parlera un peu de ces dispositions-là selon ce que vous imaginez possible ou pas, parce que Alain Toussaint, est-ce que c'est pas juste une phrase cosmétique? Oui, faire d'Abidjan le New York ou je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est un rêve qui fait un peu sourire. Ben écoutez, je pense que nous avons déjà dévancé en matière de rêves Dubaï, puisque sous Fouette, on disait d'Abidjan que la ville était le Manhattan des tropiques, en tout cas le Manhattan d'Afrique. Je pense que ces objectifs-là sont atteignables. Il faut travailler. Mais il faut aussi utiliser avec parcimonie les ressources du pays, parce que Dubaï, c'est un État pétrolier, producteur, exportateur, enfin les Émirats arabes. Les sept Émirats qui forment cet État-là, donc produisent du pétrole. Et c'est avec l'argent du pétrole que Dubaï, Abu Dhabi et d'autres se développent. Mais surtout la discipline. On dit par exemple qu'à Dubaï, par exemple, il n'y a pas de vol, que vous pouvez laisser votre portable quelque part, on vous le ramène quelques minutes après, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes. Donc il y a la sécurité, il y a le travail, il y a la patience, donc qui crée l'attractivité de par le monde. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont leurs sièges sociaux dans les Émirats arabes unis, parce qu'il y a aussi au niveau fiscal des intéressements qui sont mis en place pour attirer le maximum d'investisseurs. Je pense que c'est un modèle, mais en même temps, le modèle qui doit être le nôtre doit être le modèle de la Côte d'Ivoire qui a réussi. Parce que sous le président Bédio, on parlait de l'éléphant d'Afrique. On a toujours des expressions comme ça qu'on tire, enfin d'ailleurs, en Asie, on voulait ressembler au Japon, après un peu à la Chine, et puis bon, maintenant c'est aux Émirats, etc. Je pense que notre modèle, c'est le modèle de la Côte d'Ivoire qui est au travail et qui crée de la richesse, qui profite à l'ensemble de nos populations. Alors, petite question, lorsqu'on a voulu ressembler à tout ce que vous avez pris comme exemple, est-ce qu'on y est parvenu? Non, mais il y a eu des concours de circonstances qui n'ont pas permis qu'on y arrive, en fait. Voilà, justement, parce qu'il y a des contrariétés qui sont liées à l'instabilité chronique du pays. Ça fait 30 ans que nous sommes dans une situation un peu hybride entre paix et guerre, ce qui constitue autant d'obstacles sur le chemin du développement. Parce que ce qui aussi, faut qu'on note, ça veut dire que ce développement-là, ce n'est pas juste une volonté purement et simplement politique et ça s'arrête là. Non, c'est de créer des conditions qui permettent surtout au privé, au secteur privé, de prendre sa place dans le développement. Parce que comme on le dit toujours, c'est le secteur privé qui est pourvoyeur de richesse en réalité. Dans un État, si tu veux que l'État soit très fort, crée les conditions pour qu'il y ait un secteur privé assez fort. Et aujourd'hui, c'est ça, Dubaï, ça veut dire que c'est même devenu une zone franche où les gens, comme je le disais tout à l'heure, où plusieurs entreprises de renom aujourd'hui y ont installé leur siège. Parce que les conditions, en tout cas des affaires, sont vraiment des plus optimum et chacun a bien envie de pouvoir investir là-bas. Donc c'est tout ça qu'il faut créer à notre niveau aussi. On dit quand on va acheter des marchandises à Dubaï, c'est moins cher parce que la fiscalité y est revue à un certain niveau. Donc il y a toutes ces conditions-là qu'il faut penser réunir à un moment donné. Alain et Élisée en parlent si bien. Ils parlent justement de volonté et d'investissement. Et je pense que cette lignée-là, justement, le Premier ministre l'a bien compris, parce que ça avait déjà été annoncé dans son discours il y a pas très longtemps. Lors de son grand oral. Exactement. Et donc aujourd'hui, on remarque une cohérence parce qu'un tel forum, c'est le lieu, c'est du pain béni en ce qui concerne la prospection, donc pour tout ce qui est investissement. La preuve, on a des résultats aujourd'hui. On a quand même 1000 milliards d'intentions d'investissement qui sont adressées à la Côte d'Ivoire. Donc ça s'inscrit dans une logique qui est bien cohérente, bien pertinente et je pense qui est bien comprise donc, par le Premier ministre et donc par une certaine volonté du gouvernement. Moi, je voudrais aussi réagir un peu sur ce que Ryan est en train de dire pour dire qu'aujourd'hui, en parlant en fait, de la possibilité de pouvoir aller de l'avant, je voudrais dire aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. La Côte d'Ivoire reste aujourd'hui un pays pour lequel les investisseurs étrangers vraiment ont une certaine sympathie, une certaine affection. C'est à nous de transformer ce capital-là en réalité, en ne leur faisant pas juste croire que c'est beau et quand ils viennent, c'est autre chose, mais en créant vraiment les conditions de leur épanouissement, de sorte que ceux-ci, quand ils viennent véritablement, ils trouvent des conditions qui leur permettent de pouvoir faire leurs activités et créer cette richesse qu'il faut. C'est important et c'est capital. Et pour revenir à ce qu'Alain disait... La première condition, à mon sens, c'est la sécurité. Oui, on en parle. Oui, parce oui. Que pour pouvoir venir investir, il faut être dans un environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense que ça aussi, il y a cette volonté-là qui est manifeste. Quand on écoute un peu le discours du chef de l'État revenant de son séjour parisien, tous ces moyens qui seront déployés pour permettre vraiment que la sécurité soit de mise, je pense que tout ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Mais comme le disait à Alain, et ça je voudrais vraiment revenir là-dessus, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on ne peut pas réaliser un rêve
sans travailler. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, si on estime que non, on doit se croiser les bras et voir les choses se développer, c'est impossible. Vous imaginez, vous pensez que les Ivoiriens ne travaillent pas suffisamment? Ben, je pense qu'on peut faire mieux. Si tant est qu'on veut vraiment atteindre le rêve qu'on a dit, je pense qu'on doit faire beaucoup plus que ce qu'on le fait maintenant. Je ne dis même pas qu'on doit, on doit faire beaucoup plus que ce qui est fait maintenant. Beaucoup. Et c'est un engagement collectif. Mais quand vous Oui, dites c'est ce que travailler, je dis. un engagement c'est collectif. facile, ça peut être un joli vocable dans lequel on met beaucoup de choses. Quand vous dites travailler, c'est quoi Mais travailler? travailler, c'est... Bon, allez-y, Élise. Non, Vous êtes le père de cette conception, donc oui, mais on vous laisse développer. moi c'est simple. Quand on dit travailler, par exemple, quand on arrive dans l'administration publique, aujourd'hui, ce n'est pas faire la mauvaise langue que de dire aujourd'hui dans notre administration publique, il y a des efforts à faire. Déjà en termes même de rendement de ceux-là qui sont dans l'administration. On arrive souvent dans l'administration où... À 16h, les gens sont rentrés chez eux. Avant même 16h, même ceux qui sont là. Souvent même vendredi, avant d'arriver à tout le monde va dans son 8h, village les pour gens la arriveront à finale. 10h au travail, ils passeront quelques heures, à midi c'est la pause, on reprend à 14h et à peine 15h30 on rentre à la maison. Et ça c'est tournant. Souvent on arrive dans des administrations, il y a une personne et une seule qui est chargée de faire ce Mais pourquoi on est finalement, là et la personne n'est pas est-ce là. qu'il faut compter sur le développement public donc, pour C'est ce que je dis, arriver il y en a beaucoup, mais ce type même de- le secteur privé. de Je prends un développement. exemple. Quand un opérateur économique a besoin de faire un ensemble de documents pour pouvoir exercer son activité et que celui qui est censé lui donner le document n'est pas disponible, C'est clair. ça bloque, ça freine. Il y a une réalité sur Ou la bien notion même du- quand vous avez nos braves sapeurs-pompiers, dont je suis désormais ambassadeur, qui font venir du matériel, que ce matériel-là a du mal à sortir, par exemple, parce qu'on vous parle de dédouanement, on vous parle d'un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des taxes que les gens jugent un peu quand même superflues. Alors, travailler, pour moi, c'est peut-être régler les points de fragilité structurels. C'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui ne nous met pas forcément sur le chemin du développement quand vous avez un secteur informel aussi puissant qui vampirise même l'économie traditionnelle ou officielle. 90% de- Voilà, du donc secteur il faut déjà privé. régler ce problème-là parce qu'on parlait tout à l'heure de Dubaï, mais la population de ces Mayotte. Émirats contribue à l'impôt. Ce sont des gens qui sont recensés, identifiés, localisés. Et quand vous travaillez quelque part, on sait que vous allez contribuer aux impôts. Quand les entreprises s'installent, etc., vous ne verrez pas des vendeurs d'oranges dans la rue ou de garba. Voilà, je dis, à chaque société son modèle, mais il y a il y a une base plutôt qui fait que l'homme peut se développer. Donc, c'est une question d'organisation. Vous parliez tout à l'heure de l'assiduité au travail, le respect du travail quand on est dans la fonction discipline. publique. Voilà, la discipline, mais qui n'est pas, ce mode de fonctionnement n'est pas forcément propre aux seules entreprises ou au secteur public. Voilà, c'est une manière de faire qui empêche le pays de se développer. Maintenant, la bonne utilisation des ressources publiques. Parce qu'en ce moment, on parle des opérations main propre ou autres. Exactement. Mais quand vous avez des responsables d'entreprises publiques ou privées qui pensent malheureusement que les ressources de l'entreprise sont les leurs, ça pose un problème. Alors, justement, Vous parce que je voyez. crois que la difficulté dans la réalisation de ce rêve pourrait venir aussi du fait que des gens sont partis, eux, d'une ambition pour atteindre un objectif. Alors que nous, on demande aujourd'hui de reformer des mentalités, des habitudes qui ont la peau très dure, surtout sur nos... vous savez Non, où, mais ça part ici. toujours de la même. Donc, ça part c'est toujours plus d'une compliqué, à ambition. mon sens. Non, ça part toujours d'une ambition. Après, faut une être vision. optimiste. Il faut une vision. Voilà, Tout voilà. va commencer par la vision. Ouais. Une fois qu'on a la vision, on décèle ce qui ne va pas. On essaie de régler justement ce qui ne va pas, ce qui nous permet d'aller plus loin. C'est simple. Dans leurs propos, on entend tout simplement complémentarité. Donc, il faut une complémentarité au niveau du privé, du public, de tous les aspects, mais en termes d'investissement, mais même en termes de productivité, même de la société en elle-même, de production de richesse. C'est vraiment à tous égards, j'ai envie de dire. Il faut respecter les règles qu'on établit. Moi, je pense qu'on a vraiment une bonne base parce que le président Houphouët, pendant 30 ans, quand même, a construit un beau pays qui était le modèle d'autres pays d'Afrique. Beaucoup disaient on veut ressembler à la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on a dit non, finalement, on ne va pas se ressembler à nous-mêmes, on va ressembler aux dragons d'Asie ou on dit quoi, les éléphants des je ne sais où. Oui, non, mais de toute façon, Bon, nous, l'éléphant voilà. de Côte d'Ivoire, il a été un peu frayé par une situation. Voilà, oui, c'est ça. Et maintenant, chaque fois, on est toujours en quête de modèles, alors que les conditions
sont réunis pour que nous soyons un pays puissant. Et pour appuyer Et- Alain, et- je et- voudrais On dire termine que là-dessus, s'il vous plaît. je voudrais dire que l'élément vraiment pour moi sur lequel tout le monde doit pouvoir converger ou vers lequel tout le monde doit pouvoir converger, c'est la nécessité de créer les conditions de la stabilité. Bien Parce sûr. que sans stabilité, ça sera compliqué. Même les acquis qu'on a eus depuis 60, à partir de 2000, on commençait à dégringoler. À partir de 90, avec l'instabilité qui s'est installée. Donc vraiment, il faut que, c'est un appel même que je fais, que tout le monde comprenne que même son développement doit se faire vraiment dans la stabilité. Ben, C'est exactement. clair. Et ça se résume justement dans les propos de Patrick Hachi. Il a parlé de l'effort collectif tenace et absolu. Il a parlé de vision politique fédérée, de gouvernance publique qui possède une conscience du temps long et de l'exigence. C'est tout ce qu'on est en train d'illustrer dans nos Et propos. ces propos ont été précédés par un mot rêver. Rêver. Il faut rêver, Tout à fait. faut rêver grand, il faut rêver pour la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, pendant que nous parlions, on voyait défiler à l'écran les belles images du plateau, le centre des affaires, qui lui aussi fait rêver d'autres pays voisins, d'autres pays d'Afrique. Donc nous avons une bonne base. Il faut maintenant être dans la vision et avancer. En tout cas, je vais être optimiste, je vais être très très optimiste On et est tous rêver être comme optimistes. notre cher Premier ministre, vu qu'en plus, Rana le dit, il y a plus de 1000 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement en Côte d'Ivoire qui ont été obtenues lors de cette présence donc à l'exposition Dubaï 2020. Merci beaucoup messieurs, mademoiselles. On va tout de suite pour notre revue entendue. Notre revue entendue est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle nous vient d'Azagir. Regarde ce que nous avons pour vous. On entend bien les voix des femmes, les mamans qui ont décidé d'opérer une descente pour protester contre des agressions, l'agression de leurs enfants. Rayana Assi. Tout à fait. Alors ça s'inscrit dans un contexte, donc on sait qu'en ce moment à Azagui, il y a une insécurité qui est vraiment grandissante dans la ville, donc pas seulement concernant les élèves, mais c'est également concernant des entreprises qui se font Mais là, parfois cette marche, attaquer. ces moments-là, Cette marche donc intervient dans le contexte selon lequel ces enfants, en partant à l'école, justement, se font agresser par je vais mettre entre guillemets, des bandits non vraiment identifiés, mais qui ont parfois des armes blanches et qui agressent ces enfants pendant qu'ils vont à l'école. Donc c'est un peu l'expression donc du ras-le-bol de ces parents d'élèves qui ont même peur maintenant de laisser partir leurs enfants dans ces différentes écoles. donc, parler de- Et là, on indexe plus particulièrement donc, le lycée d'Azagui lui-même. Oui, mais que fait la police? Parce que le lycée n'est pas une force publique. Tout à fait. Que font les forces de l'ordre? Où sont-elles? Élysée. Moi, il y a un symbole fort dans cette vidéo quand je regarde. Vous savez, ce n'est pas toujours en Côte d'Ivoire qu'on voit des marches comme ça où des mamans prennent le devant, où des femmes prennent le devant. C'est l'expression, franchement, d'un cœur meurtri. Et ça, on ne peut pas regarder cette vidéo et rester indifférent. Je crois que les pouvoirs publics doivent pouvoir prendre un certain nombre de mesures pour ramener la sérénité à Azagui. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette C'est ça. manière. Et il y a On eu dit le à cas de Azagui, trop. Hein. il y a une bande où il y a des bandes qui agressent les gens. Azagui, c'est combien de... C'est quoi, 22 000 22 000 habitants. 22 000 habitants. Et Azagui, Et c'est à moins d'une heure d'Abidjan. Même pas une heure, c'est À beaucoup peine. même. À peine même. On n'atteint même pas une heure. C'est à 2 pas d'Abidjan. Azagui est juste après Agnaman. Et jusqu'à ce que ces moments-là, vous en parlez, jusqu'à ce que moment-là décident de descendre pour marcher, c'est qu'il y a un vrai ras-le-bol. Elles ont Mais certainement... vous savez, les mamans, on est tous enfants de femmes. On sait comment nos mamans, vraiment, ont de l'affection, sont capables d'aller au sacrifice ultime pour leurs enfants. Donc, descendre dans la vous rue avez très aujourd'hui. mal de voir votre Mais fils bien rentrer sûr. de l'école avec des blessures. Il se Exactement. fait agresser et vous vous posez la question qu'Alain Toussaint se pose. Que fait ceux qui sont censés protéger nos enfants? Que font, pardon, ceux qui sont censés protéger nos enfants? C'est d'autant plus que ce n'est pas un fait inédit. C'était la force que fait la Depuis force un publique. certain moment, Azagui vraiment est confronté à des actes de violence, d'insécurité notoire. Justement. Le dernier en date, c'est cet enfant Celui à de- peine 5e, qui était en classe de 5e à peine. On imagine s'est fait certainement qu'il agresser doit par être des entre bandits 10 ans qui et sont 12 arrivés ans, qui s'est fait en frisson. agresser le vendredi. C'est des choses qui... Vraiment, on est meurtri quand on voit ce genre de choses. Il faut que les forces publiques, que les pouvoirs publics soient beaucoup regardants sur ces choses-là. Parce que aujourd'hui, on demande à tout le monde de pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école obligatoire et tout ça. Mais ça, c'est des choses qui peuvent freiner toute cette politique-là. Si chaque fois qu'on doit aller à l'école, on doit être confronté à des bandits, on doit être confronté à des agressions, arrivé à ce moment, on se dit, peut-être qu'il faut laisser tomber Alors, les c'est une choses. situation c'est qui pas dure bon. déjà depuis plusieurs mois, donc d'où la pertinence de la question d'Alain de demander que font les forces donc, de sécurité.
parce que depuis plusieurs mois, certes, ce ne sont pas ces enfants-là qui en sont victimes, mais ça a laissé arriver justement ce fait-là que les enfants aujourd'hui se font agresser. Ça aurait pu être évité. 22 000 personnes sécurisées, mener les enquêtes, trouver les auteurs de ces situations. Je ne suis pas policier, mais je pense que si on y met un peu de volonté, je pense qu'on doit pouvoir mettre en Et au-delà de ces agressions directes, bon, ce sont des cas de viol qui sont aussi des types d'agressions. Ce sont des cas de semences de panique comme ça. Et ils arrivent entre ici, ils sèment la panique, ils repartent. Donc même psychologiquement, ça ne met pas dans les bonnes conditions. Le sentiment d'insécurité. Exactement. Ce qui explique le ras-le-bol. Je vais être dur, mais bon, ça me fait penser d'ailleurs, dans certains pays, des pratiques qui vont jusqu'à même des pratiques opérées par des terroristes. Parce que c'est un peu le même bien sûr, le modus operandi. Ils arrivent, ils sèment la terreur, et surtout des enfants. Ça crée une psychose. On ne sait jamais, ça crée une psychose. Ça va partir peut-être, je touche du bois, je souhaite que ça n'arrive pas, jusqu'aux enlèvements un matin, pour que tout le monde commence à prendre conscience, à réagir. À être ému maintenant. À être ému. Je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et justement, nous, notre point ce soir, c'était nous aussi d'attirer l'attention des uns et des autres, et surtout de la force publique sur ce qu'il faut faire à Zaguié pour éviter que nos petits frères, nos enfants se retrouvent dans un tel climat d'insécurité. Et dans toutes les régions, c'est ça. Bon, nous allons marquer une courte pause avant de recevoir notre invité, parce que la question des cartes d'identité en Côte d'Ivoire défraie la chronique. Nous sommes de retour pour la suite du Live Talk. Place tout de suite à notre invité. Monsieur Agro Christian Kodia est en notre compagnie. Il est directeur général adjoint de l'ONESI, l'Office national de l'état civil de l'identification. Bonsoir Monsieur Kodia, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Merci, enfin. J'ai envie de dire merci enfin d'accepter d'être présent sur notre plateau. On vous a lancé de nombreuses invitations, mais bon, vous avez certainement un calendrier très chargé. Vous avez des cartes d'identité à produire pour les Ivoiriens. Je crois que ça doit être... ça doit prendre du temps. Alors, première question, on parle d'ONESI. Certains vous attribuent des missions. Juste la première question, c'est de nous expliquer ce qui, à la base, fait partie des missions de l'ONESI. Les missions de l'ONESI sont d'abord de produire le registre national des personnes physiques de Côte d'Ivoire. Et donc, produire le registre national des personnes, ça veut dire aussi qu'il faut fiabiliser l'identité des personnes qui sont dans ce registre. Il faut fiabiliser l'état civil. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est dans les missions de l'ONESI, qui a une mission de service public. Très bien. Et c'est pourquoi vous êtes très célèbre en ce moment, c'est la production de cartes nationales d'identité. Je rappelle que l'ONESI, depuis sa prise en main par la politique de l'état civil en mai 2019, en remplacement donc, de l'ONI, a établi environ 2,2 millions de cartes d'identité sur 6,5 millions. Déjà, comment est-ce qu'on explique qu'on soit dans ces statistiques-là? 2,2 millions sur 6,5 millions. Presque 3 ans après, il faut préciser. Très bien. Non, on ne peut pas dire qu'on a produit 2,2. Les chiffres en termes de production aujourd'hui sont de plus que 2,2 millions, parce que chaque jour, nous produisons des cartes. Chaque jour, nous produisons des cartes. 2,3 millions. Et puis, on approche de 2,4 millions. Voilà, donc chaque jour, nous produisons des cartes. Et puis, 3 ans après, c'est un peu vraiment galvauder un peu l'opération, parce que la question de l'identité, ce n'est pas une question où on produit des PVC, des cartes d'information qu'on colle sur une carte comme ça. La vraie question, monsieur le directeur, la vraie question, c'est objectif 6,5 millions, mais on n'a pas atteint l'objectif. Pourquoi? 6,5 millions, c'est un objectif. Donc on ne peut pas nous dire que c'est... Mais l'objectif n'est pas basé sur des faits réels? L'objectif est basé sur une planification. D'accord? Mais qui, elle, se base sur des estimations réelles. Sur des estimations, vous avez dit des estimations. Terminé. Donc c'est une planification. Et quand on planifie, ça veut dire qu'il faut que les gens aussi y viennent, parce que nous, on ne va pas produire des titres pour des personnes qui ne se sont pas présentées. Donc, c'est les personnes qui se sont présentées qui font maintenant rentrer dans le calcul de nos statistiques, de notre performance. Donc, voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau, par exemple. Selon vous, la première raison pour laquelle ces 6,5 millions n'ont pas été atteintes, c'est parce que les personnes ne se sont pas déplacées vers vous. Tout à fait, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'enrôlement, nous avons enrôlé effectivement 3,5 millions de personnes qui se sont présentées. Donc vous voyez que nous avons des données pour 6,5 millions de personnes,
Mais tant que la personne n'arrive pas, parce que dans ces 6,5 millions de personnes, certaines personnes sont décédées, certaines personnes ont voyagé. Donc il y a tout ça. Mais nous avons dimensionné avec le partenaire technique un système qui doit produire cet objectif de 6,5. Monsieur le directeur général adjoint, vous êtes sans ignorer aujourd'hui que l'une des plaintes récurrentes des usagers, c'est le fait qu'ils se font enrôler, mais ils ont du mal à avoir leur carte. Ils mettent du temps à avoir leur carte. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, quand un citoyen s'enrôle, il dispose de combien de temps pour entrer en possession de sa carte? Ce n'est pas un événement mécanique. Je peux vous dire que la production des cartes, aujourd'hui, c'est moins de 45 jours. Mais il faut dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose de mécanique. C'est un peu ce qui a été peut-être donné qui fait que les gens pensent que c'est mécanique et qu'on arrive et puis on a la carte tout de suite en 45 jours. Donc, expliquez-nous le process. Il y a tout à fait. Voilà, donc il y a tout un processus qui délimite le délai de production de la carte. Quand vous venez pour faire l'enrôlement, vous venez vous présenter à nos bureaux, vous présentez à un de nos centres d'enrôlement, on prend vos informations, mais derrière, s'il n'y a rien du tout, si vous n'avez pas de correction de données, si toutes vos données matchent, comme on peut dire, si ça coïncide avec ce que nous avons, la carte est produite. Et aujourd'hui, je pense que nombreux sont les Ivoiriens qui sont d'accord avec nous qu'en moins de 45 jours, on a beaucoup d'exemples qui maintenant, en moins de 30 jours, ont les cartes pour ce qui est des renouvellements. Maintenant, ce qui se passe derrière, c'est que si par exemple vous êtes dans l'ancien système, vous venez pour renouveler votre carte, vous êtes né, je prends un exemple tout simple, vous êtes né à Abidjan. Abidjan n'étant pas un lieu d'état civil, il faut maintenant... Ça veut dire quoi exactement? N'étant pas un lieu d'état civil, ça veut dire? Il y a des centres d'état civil. Ça veut dire, pour faire simple, l'endroit où vous faites votre extrait de naissance. Tout simplement. Donc, Il y a des gens qui sont nés à Abidjan. Oui, justement. À Cocody, voilà, Trogé, justement, il y a Djamé. des centres d'état civil. Donc, dans les mairies, par exemple. Et donc, je vais prendre une localité tout simple dans une ville. À Toumoudi, par exemple, il y a le centre d'état civil à la mairie. Il y a le centre d'état civil à la sous-préfecture. Mais quand on met né à Toumoudi, entre parenthèses Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais le nouveau système, par rapport au service qu'il va offrir aux populations plus tard, doit mettre chaque Ivoirien dans son centre d'état civil. Et donc, ça, c'est un exercice que l'ONUCI est en train de faire, qui n'était pas fait avec les anciennes cartes nationales d'identité. Parce que plus tard, chaque citoyen pourra, avec son numéro national d'identification, demander à avoir son extrait de naissance et va l'avoir. Donc aujourd'hui, pour que ce service-là fonctionne, il faut d'abord commencer à le préparer. Et donc pour le faire, si vous venez que vous, dans votre ancienne carte, vous avez simplement Toumoudi et qu'on n'a aucun élément pour vous situer, soit Toumoudi mairie ou Toumoudi sous-préfecture, nous sommes obligés de vous rechercher, de vous contacter pour dire, attention monsieur, venez nous dire, c'est où Toumoudi, pour qu'on puisse vous mettre dans votre centre. Donc, attendez, je viens. Ce qui fait que le délai peut être beaucoup plus long que pour quelqu'un qui vient directement et on a l'information qu'il est né dans le centre d'état civil exactement. Et donc, lui, le process... Mais celui qui vient faire son renouvellement, il se on ne valide. lui pose pas la question puisqu'on sait ces changements, on en est conscient. Mais on ne lui demande pas. Mais c'est pourquoi, justement, on parle d'amélioration du système. C'est pourquoi maintenant, on demande aux gens, venez avec un extrait de naissance, peu importe la date, quand vous voulez faire le renouvellement. Donc, qu'on vous remet tout de suite. Ça nous permet d'anticiper sur cette question, ce qu'on ne faisait pas avant. Parce qu'avant, on reprenait simplement les données que vous avez et après, on se rend compte qu'il faut vous mettre quelque part, dans le bon endroit. Alors, ça, c'est un exemple. Monsieur le directeur général adjoint, moi, je suis un peu troublé par tout ce que vous dites, par le processus même d'identification, la délivrance des cartes d'identité. Tout à l'heure, on parlait du rêve du Premier ministre de faire de la Côte d'Ivoire le Dubaï d'Afrique. On peut y arriver. Mais la base, c'est l'identification. C'est-à-dire des choses élémentaires, excusez-moi, parce qu'il fut un temps dans ce pays où on faisait la demande de carte d'identité dans les commissariats. Ça fonctionnait. Pourquoi maintenant, avec les technologies, avec l'Internet, avec les nouvelles capacités, la digitalisation, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Regardez ici. En mai 2020, je suis allé au commissariat du 30e pour me faire enrôler. Au mois de novembre 2020, je n'avais rien demandé à personne. L'ONUCI m'a envoyé un SMS pour dire, monsieur Alain, allez-y, retirez votre carte. Je suis allé au commissariat du 30e, on m'a dit non, allez-y au 35e. J'y suis allé, mais la carte n'y est pas. Et là, tout à l'heure, avant l'émission, je suis allé checker sur votre site. On me dit, bientôt, on va vous appeler. Bon, bien sûr que vous ne m'appellerez pas, parce que nous sommes des milliers dans ce cas. Je pense que vous n'avez pas le temps ni les ressources pour appeler 2-3 millions de personnes. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que ça ne peut plus durer. On me dit qu'à la fin du mois de décembre, cette carte que j'ai n'est plus valable. Alors, qu'est-ce que je deviens? Je suis un sans-papier. Bon, j'ai un passeport pour voyager, heureusement.
Mais qu'est-ce que je fais? Non. Qu'est-ce qu'ils font les autres qui sont... Voilà, qu'est-ce qui explique cela? Pour qu'on comprenne. Voilà, c'est tout simple. La question de l'identité est une question individuelle. Donc, vouloir mettre la question de l'identité dans un panier commun, pour dire que chaque citoyen doit venir avoir sa pièce d'identité aujourd'hui, nous traitons les questions d'identité de façon individuelle. On a les mêmes problèmes. Non, attendez. On va y arriver. Les problèmes sont individuels, mais ne se ressemblent pas. Vous voyez? Donc, vous, votre identité, vous arrivez, comme je l'expliquais tantôt. Si vous êtes né dans un endroit et qu'on ne peut pas vous situer exactement dans le bon centre, il faut qu'on vous recontacte. Il faut que vos contacts que vous nous avez laissés soient les bons contacts et que nous puissions vous avoir pour revenir dans le système. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que l'ONESI dispose maintenant d'une infrastructure permettant de donner une réponse au cas individuel de chaque citoyen. Non, mais comment on explique qu'ils reçoivent un SMS qui lui disent qu'ils peuvent passer récupérer sa carte et qu'ils s'y rendent et que la carte n'y soit pas? Ça, on a juste besoin de comprendre. Il y a ça. deux systèmes qui fonctionnent. Le système qui envoie les messages et le système de dispatching des cartes. Visiblement, ce système ne fonctionne pas. Il ne fonctionne S'il pas a de reçu un façon message, complémentaire. ça veut dire que le système fonctionne. en D'accord. harmonie. Donc, vous allez être d'accord avec moi que lorsque vous envoyez un SMS à quelqu'un tout de suite pour dire on se retrouve à tel endroit, vous n'y êtes pas en ce moment peut-être. Donc, dans ce cas, vous vous dites, donc, dès que les machines sont produites, dès que les cartes sont produites, pardon, automatiquement, le système il génère les messages. Donc, le message est automatiquement généré. Et maintenant, derrière, c'est toute une logistique pour faire le dispatching des cartes. Mais ça fait N'est-ce un pas? an que ça dure. par Ça exemple. fonctionne pas. Moi, J'ai reçu le Il y a- message en novembre il y a une 2020. vraie faille, Nous en sommes en fait. novembre 2021. Ça fait un an que C'est bien. le SMS est D'accord. venu. C'est sympa. C'est Mais j'ai bien. encore rien reçu. Ça veut dire que tout simplement, ce que nous vous demandons aujourd'hui, La patience. non, pas du tout. Dieu merci. Pas du tout. Pas la patience. D'accord. Nous vous demandons simplement de vous rapprocher d'un de nos bureaux, à votre carte individuelle, votre numéro de demande, et vous aurez la solution qui correspond à vous, votre cas. On m'a dit que je devais me faire enrôler. C'est Voilà, vrai? tout Mais simplement. pourquoi? Mais c'est possible. Mais alors que attendez, tout avait déjà été C'est fait. bien Mais sûr non, mais je- possible. mais je vais comment vous le on dire. explique qu'ils doivent se Je faire vous- enrôler? Non, je vais vous expliquer justement. Allez-y, monsieur le Il directeur peut se général. faire enrôler parce qu'il s'agit d'un système informatique. Ce n'est pas nouveau, d'un système informatique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Vous avez par exemple la question de la photo. Au départ, on n'avait pas encore bien calé les normes ICAO, qui sont des normes internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré parce que c'est un document de voyage, c'est un document qui va... Donc, aujourd'hui, quand on prend le traitement de tout ça, on trouve qu'il y a parfois... On préfère vous donner une carte qui est la bonne que vous donner une carte qui est un PVC qui n'est pas la bonne. Donc, aujourd'hui, on doit même encore s'estimer heureux qu'on appelle les gens pour dire « venez » et on va vous reprendre les données. Par exemple, l'empreinte, c'est un système électronique. Tout système électronique a des marges d'erreur. Et nous pensons que la carte qui doit être remise à un citoyen doit être une carte sans erreur. Donc, Monsieur de le directeur façon général, concrète, ouais. Monsieur le directeur général, on vous a bien entendu. Je pense que depuis qu'on vous écoute, on a un peu l'impression que tout fonctionne plutôt bien. Et c'est peut-être les gens qui ne comprennent pas forcément comment ça se déroule. Oh, non. Concrètement, quand vous faites une forme d'introspection, quel problème vous avez décelé dans votre système qui aujourd'hui peuvent expliquer ces genres de désagréments que les Ivoiriens rencontrent? Le système a gagné en maturité. Vous savez, les premières personnes qui se sont faites enrôler, le système n'était pas aussi mature qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est normal. Je ne veux pas dire que le système fonctionne bien. Ce serait utopique de venir m'asseoir et dire aux Ivoiriens que nous avons un système qui fonctionne bien. Les meilleures machines du monde, même les avions, ont parfois des défaillances. Donc, je ne veux pas dire aux Ivoiriens que le système fonctionne bien. Mais par contre, ce que je suis capable de dire, c'est que nous avons maintenant les outils pour que, lorsqu'il y a une défaillance, nous puissions rapidement Quand vous relever dites ces maintenant- défaillances. Quand vous dites maintenant, Et donc, vous parlez de depuis quand? oh, ben, il y a par exemple 6 mois. Parce Alors, que, dites- et attendez s'il vous plaît. Oui, allez-y, Et donc, allez-y, monsieur nous y le sommes général. arrivés progressivement. Ça veut dire que ce qui était bien, c'est de ne pas voir les défaillances et puis de s'arrêter. Mais à chaque défaillance, maintenant, nous apportons une Mais réponse. Et pourquoi maintenant, ne pas le être système sincère a envers la atteint. population? Parce Mais que finalement, c'est ce quand que on nous fixe faisons. des objectifs et qu'on dit tout de suite que c'est la population qui ne vient pas se faire enrôler, Ah alors non. que quand la population vient se faire enrôler, il y a toutes les failles dans
êtes en train de si joliment parler, mais finalement, il y a une vraie faille dans le système qui est mis en place. Mais quelle est cette faille? Monsieur le directeur, il faut être déjà transparent envers la population. Et à côté de ça, fixer des dates butoirs qui sont réalistes vis-à-vis de ces On va revenir à la date difficultés. tout à l'heure. Élisée, vous souhaitez compléter? Oui, je voulais compléter ce que Ryan a dit, en même temps pour adresser la question au directeur général adjoint. Monsieur le directeur général, c'est vrai que là, vous avez évoqué des questions d'ordre technique qui certainement ont dû être comblées, mais aujourd'hui, de vous à moi, et on est devant les Ivoiriens, est-ce que vous ne pensez pas à un certain moment que la question des agents d'enrôlement et tout ça, le traitement qui a suscité des grincements dedans a pu être à la base de la situation qu'on a connue et qui a enrhumé la machine, qui fait qu'aujourd'hui, la situation n'avance pas. Si tel est le cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Ivoiriens que ça a été résorbé définitivement? Aujourd'hui, la situation avance. Et donc, il y a eu, comme vous le dites, beaucoup d'éléments. Un système qui démarre. Je vous ai dit tantôt que le système a gagné en maturité. Donc, c'est bon, on peut continuer à voir le verre à moitié vide, mais nous optons pour voir le verre à moitié plein, qui se remplit. Et donc, le système a gagné en maturité. Et donc, aujourd'hui, on peut, pour chaque Ivoirien, pour chacune des personnes, tout ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est de se présenter dans un centre. Au départ, par exemple, vous devez vous présenter dans le centre où vous êtes fait enrôler. Mais on a trouvé que, effectivement, il fallait être beaucoup plus proche de la population. Vous pouvez aller maintenant dans n'importe quel centre. Vous recevez un message, même si vous êtes fait enrôler à Djopé, et que vous vous retrouvez à Boaké, vous allez dans un centre de l'ONESI. Ils ont la capacité maintenant de porter les corrections sans forcément que vous venez dans ce même centre. Et donc, c'est tout ça que nous voulons maintenant porter. On ne dit pas que le système, il était bon. Non, mais on dit qu'il a gagné en maturité. Et la question des agents, effectivement, fait partie de ce complexe-là, parce que vous avez des agents qui arrivent avec un système nouveau. Au départ, on n'avait pas des empreintes biométriques, on n'avait pas les cartes avec tout ce modèle. Et donc, tout le monde a appris chemin faisant. Et aujourd'hui, ces agents ont gagné aussi en compétences, sont maintenant plus aptes à donner des réponses qu'avant, ils n'avaient pas. Donc, on a, au fur et à mesure, amélioré et on a pu stabiliser. Pardonnez-moi, monsieur le directeur général adjoint. Quand Élisée, vous parlez de traitement de ces agents, vous parlez de leur formation, mais vous parlez également de leur traitement salarial. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vais en rajouter pour que le directeur puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Effectivement, il y a la formation, mais à côté de la formation, il y a le traitement salarial. Pour ma gouverne, je sais qu'à un moment, les agents étaient traités par l'ONESI de façon directe, mais aujourd'hui, ils sont gérés par un prestataire. Et au regard de ce que le prestataire leur soumet, c'est dérisoire comparé à ce que l'ONESI avait. C'est les informations dont on dispose et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque d'engouement véritable au niveau des agents pour pouvoir faire le travail comme il se doit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous clarifier? Je ne pourrais pas porter ce discrédit sur ces agents qui travaillent dans des conditions difficiles et qui apportent vraiment beaucoup à ce processus. Je ne peux pas porter ce discrédit sur les agents parce que si vous les voyez au travail, vous allez même comprendre l'engagement qu'ils ont de participer à ce système. Et donc, dire qu'ils sont payés de façon dérisoire, je ne pourrais pas m'inscrire dedans parce que nous prenons toutes les tâches parce que nous avons des milliers d'agents, nous avons plus de 2350 agents qui sont répartis partout et dans tous les endroits, dans toutes les sous-préfectures, qui travaillent déjà dans des conditions assez difficiles que nous essayons d'améliorer au maximum, mais nous ne pouvons pas vraiment mettre cette question de traitement devant parce que chacun demande toujours, on peut toujours fixer un salaire, mais c'est un processus qui a été dimensionné où il y a des traitements qui sont faits et chaque agent perçoit son salaire suivant le contrat qu'il a signé et de façon régulière. Et ces agents aujourd'hui, vraiment, moi je leur tire le chapeau parce que j'ai fait des visites de terrain, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils travaillent et je pense qu'ils sont plutôt à féliciter et à encourager. Je voulais juste poser une question. Est-ce que l'enrôlement se fait chaque jour ou à des périodes définies par l'ONESI? Justement, l'enrôlement se fait tous les jours. Tous les jours. Donc, cela signifie que les citoyens ivoiriens peuvent se rendre au lieu dit, notamment les commissariats et autres, pour se faire enrôler en vue de la délivrance du dimanche au dimanche. Voilà, d'une carte d'identité. Pour l'instant, nous travaillons du lundi au samedi. D'accord. Et donc, cependant, nous avons des systèmes qui nous permettent de nous déplacer pour aller dans un endroit où les gens ont besoin de nous. La seule chose que nous demandons, c'est qu'il y ait quand même un volume assez important pour nous permettre d'amortir quand même les coûts, parce qu'on ne va pas déplacer toute une machine pour aller enrôler 2 personnes. D'accord. Voilà. Alors, je voulais poser une question à 2 volets. Est-ce que vous estimez que la méthodologie qui est la vôtre, notamment à attendre dans les commissariats,
par exemple, est-ce que c'est la bonne méthode pour pouvoir enrôler et délivrer les cartes? Et d'autre part, deuxième question, pourquoi ce qui marche en ce qui concerne les passeports ne marche pas avec votre prestataire technique, par exemple? C'est quoi le problème? Quelle est la difficulté? Quel est le travail? Qu'est-ce qui change entre délivrer un passeport et délivrer une carte d'identité aujourd'hui? En ce qui concerne les cartes d'identité, M. Alain Toussaint suggérait tout à l'heure que vous attendiez. Je crois que dans votre réponse tout à l'heure, vous disiez que vous alliez également vers une partie de la population. Oui, Oui, donc je vais dire à M. Alain Toussaint qu'il s'agit de deux systèmes différents, de deux besoins différents, de deux mécanismes différents. Quoique on a des données, mais c'est deux choses complètement différentes. Vous savez qu'il y a des pays où on associe les deux procédures, où la délivrance du passeport signifie en même temps la délivrance de la carte d'identité. Vous avez dit il y a des pays. Oui, mais la Côte d'Ivoire pourrait aussi. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait pas cela? Lorsque cette décision sera prise, l'ONESI déploiera sa machine. Parce que les bases de données finalement se rejoignent. On a la base de données des passeports, la base de données de la CNPS par exemple, des lycées, les collèges, les universités, les banques. Je vous dis donc vous avez déjà tous les outils, toutes les bases de données. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Allez-y, monsieur le directeur. Je vous explique. Oui, allez-y, monsieur le directeur. Oui. Les bases de données, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est vraiment, actuellement, il s'agit de savoir qu'une personne est unique et que l'information qu'elle donne est cette information qui est reconnue dans son état civil. D'accord? Quand vous allez faire un passeport, quand vous allez à la CNPS, vous leur donnez des documents, ils regardent ces documents, ils les prennent, ils vous enregistrent comme tel, comme ce que vous avez déclaré. Mais pour la carte d'identité, nous allons beaucoup plus loin que cela. Nous prenons votre biométrie, nous faisons des vérifications derrière et nous assurons que votre identité... le passeport. Mais pour le passeport s'appuie sur quoi? Sur les données que vous et collecte vos empreintes et collecte ces informations. Mais vous leur apportez des documents. Et c'est cela qu'aujourd'hui, nous, on veut moderniser. C'est ce que le gouvernement veut moderniser pour permettre à chaque citoyen de pouvoir bénéficier pleinement des retombées de la croissance que nous avons, de pouvoir utiliser les différents services. Et pour ça, il faut fiabiliser les données. Parce que vous allez faire votre passeport, vous allez le faire avec quoi? Avec une pièce d'identité. Mais cette pièce d'identité, qui va la fiabiliser? Il faut commencer bien quelque part. Et c'est ce que nous commençons à faire. Donc et ça va prendre. On va résumer les problèmes que vous rencontrez à l'ONESI, monsieur le directeur. Vous estimez donc déjà que dans un premier temps, il y a une vraie volonté, un vrai engagement de la part des populations à se rendre vers vos différents centres pour se faire enrôler que vous rencontrez. Après, vous avez rencontré un problème concernant donc la gestion globale des problèmes et vous avez décidé à un moment donné de les gérer au cas par cas en termes d'amélioration. Quel autre problème vous rencontrez? Parce que nous, on veut comprendre. Oui. Hein. Non, aujourd'hui, l'autre problème, c'est que les gens, pour faire la carte, ils ont donné des informations comme des numéros de téléphone. Et c'est le moyen de communication. Nous savons que tout le monde n'a pas l'Internet, tout le monde ne peut pas se connecter sur notre centre. Et donc, nous faisons fort d'appeler, d'envoyer des messages, de dire aux gens que votre carte est disponible. Vous l'avez attendu pendant longtemps, vous avez fait des visites et je viens de voir à l'écran, vous avez vu des milliers de cartes qui sont là. Et qui ont été produites, nous voulons que les gens viennent pour prendre ces cartes d'abord, parce que d'abord il faut redonner les cartes. Ça a été, nous avons fait des opérations éclatées, où nous sommes partis dans tous les endroits où on peut appeler les gens, on leur envoie des messages, ils viennent, ils retirent les cartes. Donc ça, c'est d'abord la première des choses, on veut que ceux qui ont demandé, au lieu de rester pour dire ma carte n'est pas prête, ils viennent à un de nos bureaux, on leur dira où se trouve leur carte, même s'ils se sont déplacés. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que nous avons des équipements qui sont dimensionnés et on veut que les gens viennent aussi pour s'enrôler ou que les gens nous demandent de nous rendre vers eux pour s'enrôler. Et pour ce faire, nous leur facilitons la tâche. C'est-à-dire dans les banques, tous les endroits où nous pensons que les gens en grande partie peuvent utiliser la carte et que nous sommes prêts pour renouveler cette carte, nous arrivons et donc nous leur demandons, nous sommes assis et les gens viennent pour se faire. Donc c'est la proximité que nous faisons. Donc on demande aux gens tout simplement de bénéficier de ce service que l'État met à leur disposition. Très bien, monsieur le directeur général adjoint, on va marquer une courte pause, on va vous retrouver juste derrière, parce qu'on a en plus des questions de téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de nombreuses préoccupations. On espère qu'on pourra partager quelques-unes d'entre elles en votre compagnie, histoire que vous éclairiez la lanterne des uns et des autres. C'est ce qu'il faut pour qu'on puisse enfin avoir nos cartes d'identité. À tout de suite. Enfin, oui. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, M. Ago Christian Kodia. Il est directeur général adjoint de l'ONESI. On parle de carte d'identité, on parle d'état civil. Alain Toussaint, de temps en temps, on parle de passeport. Il n'y a pas de problème. Bon, M. le directeur général adjoint, pendant la pause, on a eu le temps
de regarder la réaction de nos téléspectateurs, des internautes également qui réagissent. Eh bien, vous nous disiez tout à l'heure que la question concernant le salaire des agents était réglée. Certains disent pas tout à fait. Alors, si je suis un agent et que je me retrouve dans une situation qui n'est pas tout à fait réglée, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui... Parce que peut-être le retour qu'on vous fait, c'est réglé, voilà. Mais en vrai, ça peut ne pas être réglé. Non, les agents aujourd'hui sont identifiés. Chacun a un code, chacun a un superviseur, chacun a toute une chaîne. Donc l'agent aujourd'hui qui a un problème, il peut directement se rendre soit auprès de son superviseur ou même encore à la direction générale et il est pris en charge. Alors, donc qu'ils viennent, qu'ils posent le problème. Aujourd'hui, ce qui est bien pour ce système, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau managérial, nous avons une réponse pour chacune des situations. Parce vous avez des partenaires, on est d'accord, vous travaillez avec certains partenaires. Donc est-ce que vous avez le temps de prestataires, pardon, est-ce que vous avez le temps de regarder un tout petit peu de très près, de contrôler un tout petit peu ce que les prestataires sur le terrain produisent? Nous avons tout un mécanisme de supervision. Et la supervision aujourd'hui se concentre vraiment sur le fait que les Ivoiriens doivent attendre leur pièce d'identité et doivent avoir leur pièce d'identité. Donc tout ce qui est comme facteur bloquant à ce que les Ivoiriens aient leur pièce d'identité va être traité et dans les meilleurs délais. Très bien. On va parler des délais, Rayana. Oui, parce que au soir moi, du 31 décembre, il y a... J'avoue que je suis encore sur ma faim parce que finalement, quand je vous écoute, vous êtes très optimiste. Et c'est très bien, mais en réalité, il y a des objectifs qui ont été fixés. Et moi, je reste persuadée que les personnes qui ont fixé ces objectifs sont des personnes qui sont conscientes donc, des failles qu'il y avait dans le système, qui sont conscientes de ce qui est réalisable dans le temps et qui sont conscientes de l'envergure même de ce système. Mais finalement, on se rend compte qu'on est pratiquement à peine à la moitié de l'objectif, alors que ça fait déjà quelques années. On a encore des problèmes de personnes qui ne reçoivent pas leur carte. Vous demandez encore à ce que les personnes viennent se faire enrôler, alors qu'un travail de sensibilisation peut être fait dans le fond pour le faire. Mais finalement, pourquoi, quand on a conscience de toutes ces choses, on donne des dates butoirs? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on met la population? Pourquoi est-ce qu'on presse la population quand finalement on n'a pas les capacités de délivrer les cartes d'identité à cette même population? Ah non, nous avons la capacité de délivrer les cartes d'identité. Oui, mais pas comme ça devrait se faire. Vous l'avez vous-même dit. Mais non, nous avons la capacité de délivrer. Vous avancez la lentement, preuve, mais sûrement. Mais nous n'avançons même pas lentement. Nous avançons à grands pas. Nous avançons à grands pas. La preuve, vous voyez les cartes qui sont encore dans nos bureaux. Vous avez dit des milliers, mais l'objectif n'est pas en milliers. Il se compte par millions. Qu'est-ce qui, selon vous, monsieur le directeur général, pour revenir à quelque chose de plus apaisé, peut-être, qu'est-ce qui, selon vous, explique que les gens aujourd'hui attendent leur carte d'identité? Et puis, il y a des milliers de cartes d'identité qui attendent les Ivoiriens. Il y a quelque chose que je comprends peut-être pas. Mais c'est justement ce que nous faisons pour pouvoir concilier les deux. Parce que quelqu'un qui ne sait pas que sa carte est produite, quelqu'un que nous n'arrivons pas à joindre, sa carte sera là. Et c'est pourquoi nous ouvrons nos services. Mais en quoi le fait que sa carte soit là empêche le fait qu'on puisse produire pour d'autres personnes? Mais non, nous produisons. Aujourd'hui, la capacité de production est au minimum 70 000 cartes pages. D'accord, mais vous l'avez dit vous-même, il y a encore des failles dans le système. Non, je n'ai pas dit qu'il y a des failles dans le système. Je dis nous avons la capacité de régler tout problème qui va se présenter à nous actuellement dans le système. Mais il y a encore des choses qui freinent la production. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Objectif. Par exemple. Il y a encore des choses qui freinent la production. Vous l'avez expliqué, c'est maintenant que vous trouvez les solutions. Le système est en train de devenir mature. Il est mature. Mais il est mature, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des dates butoirs. On est à la troisième fois. La date butoir, c'est laquelle? Elle est tenable, la date butoir. Le 31 décembre 2021. Mais elle est tenable par rapport à quoi? Non, c'est-à-dire que... C'est ça. Mais par rapport à quoi est-ce que vous l'avez fixé? Non, s'il vous plaît, Élisée, je vais expliquer. Plantez le décor. Oui, je vais expliquer. Nous sommes à environ 2 400 000 cartes produites sur un objectif de 6 500 000. Et au regard du décret qui a été pris pour reporter la date de prorogation, nous, logiquement, devrons être à la fin, au 31 décembre 2021. Est-ce que vous estimez que d'ici à ce 31 décembre, disons en un mois, on pourra combler ce gap-là d'environ 3 millions et quelques de cartes? C'est ce qu'on veut juste savoir. Bien. Pour combler ce gap de 3 millions et quelques de cartes, il faut que nous ayons reçu 3 millions et quelques de personnes. Nous, aujourd'hui, notre challenge, c'est que tous ceux qui se sont présentés et qui ont droit à la carte après le traitement reçoivent leur carte ou que ces personnes nous produisent des informations complémentaires pour que nous puissions produire la carte. S'il s'agissait simplement de délivrer des pièces d'identité à des personnes que nous ne voyons pas, il faut que nous puissions voir les gens physiquement parce qu'on a fixé l'objectif à 6,5 millions de personnes. Mais nous devons voir effectivement 6,5 millions de personnes pour les traiter. Et donc, si vous me dites qu'il y a 6,5 millions de personnes qui sont présentées et que l'ONESI n'est pas capable de les traiter, je vais vous dire, c'est une contre-performance de l'ONESI. Mais aujourd'hui, on a 3,5 millions de personnes qui sont présentées.
On a des cartes qui sont produites et on a des traitements qui sont faits. Et je vous dis qu'on a un système d'authentification qui lui aussi prend du temps. Parce que quand vous venez chez nous, vous venez avec des documents. Vous venez avec un extrait de naissance, vous venez avec un certificat de nationalité. Mais nous, on ne le prend pas comme pour de l'argent comptant. Il y a tout un traitement qui est fait, qui va vous rétablir, qui va vous remettre dans votre centre d'état civil. C'est pourquoi je dis que à très court terme, l'Ivoirien lambda pourra obtenir ces documents en une seule fois avec son numéro national d'identification. Donc c'est la constitution d'un gros projet qui est le RMPP qui est en train de se faire. Et donc si vous me dites, vous voulez nous évaluer par rapport à quoi, il faut nous évaluer par rapport à ceux qui se sont présentés à nos bureaux. C'est la raison pour laquelle... Votre objectif n'inclut pas seulement ceux qui se présentent. Vous avez l'objectif d'enrôler 6,5 millions. Oui, Comment est-ce que vous faites pour arriver à enrôler 6,5 millions? Ce que nous faisons... S'il faut que les personnes... Vous avez bien compris la question, Comment Ariana. est-ce que vous faites pour On a bien avoir compris. ces Qu'est-ce que vous personnes? faites? Ce que nous faisons, nous dimensionnons nos équipes, nous allons dans les marchés, nous allons dans tous les endroits publics où le traitement peut se faire, nous allons dans les églises, dans les lieux de culte, tout ce que nous pouvons faire et nous faisons en sorte que nos services soient le plus accessibles. Nous faisons en sorte que l'Ivoirien qui arrive dans nos services, il passe le minimum de temps possible. Aujourd'hui, quand vous arrivez en 10 minutes, vous faites votre enrôlement, et en 1 minute 5 ou en 1 minute 30 secondes, pardon, vous retirez votre carte. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous faisons pour rendre le système performant. Et donc, quand les gens arrivent, ils sont mieux traités qu'avant, parce qu'aujourd'hui, que ce soit au point de vue technique qu'au point de vue logistique, nous avons amélioré le système pour que les gens arrivent. Et le danger aurait été que les gens arrivent et que nous ne puissions pas les traiter. D'accord. Qu'en est-il en ce qui concerne la production des cartes de séjour pour les ressortissants étrangers? Est-ce que vous êtes tout aussi performant, entre guillemets? Non, la production des cartes de séjour n'a pas encore commencé. Il y avait déjà tout l'ancien système qui est là, mais nous y travaillons. Bon, pour revenir sur la date butoir, qu'est-ce qu'on fait? Et on parle plutôt de cartes de résident. Oui, les cartes de résident. Voilà. Et actuellement, ils disposent de quoi, les étrangers? Ils ont des documents quand même Ils ont un document. Délivré par l'ONESI. Que fait une personne qui n'a toujours pas sa carte au lendemain du 31 décembre? Ce que cette personne façon fait, concrète. c'est tout simple. Si cette personne s'est déjà présentée à nos bureaux, Comme moi. alors elle reçoit Allez, un on a vu numéro. votre carte d'identité, Voilà. je vous rassure. La personne On reçoit... a vu votre ancienne carte. Non, parce Monsieur que- le directeur, allez-y. Non, mais elle est plus valable. Voilà, donc... On vous laisse terminer pour qu'on comprenne bien. Voilà, tout doucement, la personne qui se présente à nous, parce que moi, à me montrer une carte d'identité, pour moi, ça ne veut pas dire que vous êtes dans les services de l'ONESI. Ce qui, nous, à l'ONESI, déclenche le travail de notre côté, c'est ce que nous appelons votre numéro de demande. Et Donc, je l'ai ici. Voilà, donc une fois que vous avez ce numéro de demande, ça veut dire que l'ONESI vous a créé un dossier. Donc ces personnes-là qui sont venues dans nos services, qui ont leur numéro de demande, si elles ne savent pas où se trouve leur carte, elles peuvent tout simplement appeler le 1340, qui est notre centre d'appel, ou se rendre dans n'importe quel bureau de l'ONESI pour qu'on leur donne le statut de leur demande. Parce que c'est vrai, l'Ivoirien peut attendre sa carte, alors que nous l'attendions pour corriger quelque chose ou pour compléter un élément. Et cette carte-là ne sera pas produite tant qu'elle ne respectera pas les normes qu'il faut pour que la carte soit produite. Mais ça ne répond pas parce qu'il y a des personnes qui se plaignent de ne toujours pas recevoir de retour, qui Mais ne qu'elles pas viennent. recevoir des semaines. Mais une fois qu'on vient et qu'il n'y a pas de retour, Il faut qu'est-ce qu'on venir. fait le premier concrètement? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils circulent? Qu'est-ce Comment que je est-ce dois qu'ils font? faire, par Comment est-ce qu'ils traitent des actes? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Mais c'est ça, il faut que ces personnes viennent. Parce qu'on ne peut pas parler pour ce qu'on ne voit pas. On veut parler pour des gens qui... Et c'est ce que je vous dis, que notre système aujourd'hui, il est dimensionné pour écouter tout le monde. Parce que si on veut rester là, on va tourner en rond, on va dire des personnes. Moi, je veux des cas concrets. C'est tout. Monsieur le directeur général, Voilà, s'il et vous votre plaît. cas est pris en charge. J'ai Parce le que code de vérification, on me Voilà. demande un extrait de naissance, Exactement. un certificat de Et vous- nationalité, et un l'avez-vous récépissé fait? d'enrôlement. Ben, non, c'est ce... Mais tout vous à ne l'avez l'heure, pas fait. Ben, écoutez, ça fait 1 an que j'attends, je peux encore patienter 1 semaine. Oui, mais, Donc, non, venez avec les demandes. Monsieur Voilà. Alain, vous serez reçu je dans vais y le aller, S'il vous service plaît, d'aide voilà. demain. Et vous connaissez la procédure Voilà. désormais. Et vous Monsieur savez Élise, pas on termine faire- rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Il n'y a pas de souci. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, combien de pétitionnaires avez-vous reçus à vos services et combien de dossiers ont été traités pour qu'on ait une idée de ce qui reste à faire jusqu'à ce jour? Bien, à ce jour, on a traité 3,5 millions de personnes qui se sont présentées à nos services. Et donc, pour ces 3,5 millions de personnes, il y a 2 millions 4 qui ont été produites. Et sur les 2,3 millions, on a distribué 1,8 million. Le chiffre est encore, le challenge est encore long. Ouais, Vous avez pleine conscience que le challenge il est important à et qu'il a fait. besoin d'être résolu. voilà. Monsieur le directeur Et c'est général, pourquoi nous demandons vraiment la contribution de tous les Ivoiriens
Parce que nous ne sommes pas en train de dire que nous avons un système qui va produire des cartes. Nous ne sommes pas un système de production de cartes. Nous sommes l'ONESI, l'État de Côte d'Ivoire veut fiabiliser l'identité de l'Ivoirien pour que demain, cet Ivoirien puisse disposer de tous les services nécessaires qu'il faut pour pouvoir voyager librement et surtout pour pouvoir aussi améliorer la sécurité des Ivoiriens. Moi j'ai un problème justement, monsieur, en fin d'émission. Bon, ma carte d'identité, c'est l'ancienne. Ah, tiens. Elle est un peu comme celle de monsieur Alain Toussaint. Non mais la mienne encore, elle est valable jusqu'en 2026, je pense. C'est ça. Des gens qui sont dans mon Elle est cas. orange. Non, on dit au 31, c'est terminé. Non, non. C'est ça, il ne faut Alain pas... Toussaint, vous ne travaillez pas à Non, l'ONESI. il ne faut surtout pas tromper les Voilà. Ivoiriens. Faut bien Il ne faut pas comprendre. tromper les Donc, ma Ivoiriens. carte d'identité, elle expire en 2026. Exactement. Est-ce que j'ai toujours l'occasion d'utiliser cette carte d'identité? Elle est valable. Et là, Même après le 31 décembre. Elle est valable. Ok, c'est bon à savoir. Elle est valable. On parle plutôt des Ceux qui cartes devaient, qui en sont arrivés à 2019, échéance en 2019. et En qui 2019, n'ont c'est ça, pas été... chaque fois, moi je suis ça va jaloux de ceux qui ont la nouvelle carte. Qu'est-ce qu'ils Franchement, ont comme Venez vous faire avantage enrôler. pour avoir? Venez vous faire enrôler. Nous allons vous donner le carte dans moins de 45 jours. Et donc je pourrais avoir mes deux cartes. Vous pourrez avoir les deux cartes. Mais seulement que lorsque l'autre va arriver à échéance, c'est l'autre Qui prendra le relais. voilà, qui prend. Et ensuite, vous-même, vous serez contraint, vous serez même avec plaisir contraint de ne pas utiliser l'ancienne carte parce que les services que nous allons offrir sont tels que Avec tous les plaisir Ivoiriens. contraint. Oui, vous serez contraint avec plaisir d'utiliser la nouvelle carte parce que toutes les caractéristiques, toute la technologie qui est embarquée dans cette carte va offrir des services pour une Côte d'Ivoire moderne et une Côte d'Ivoire qui vraiment va se repositionner totalement en matière de gestion de l'identité. Là Voici où que le elle rêve devrait du être. Premier Il y a ministre beaucoup, il y a beaucoup de questions. Hein, se réaliser. Monsieur Ago, je vous dis, on a beaucoup de questions de nos téléspectateurs. On aurait aimé avoir plus de temps, mais je crois qu'on a essayé de répondre à la plupart d'entre elles. Et puis surtout, l'objectif de l'exercice était de donner l'information, la juste, la bonne, aux Ivoiriens. Et à partir de celle-là, espérer que le traitement de la question des cartes d'identité en Côte d'Ivoire soit beaucoup moins un fardeau pour les Ivoiriens. En tout cas, merci d'avoir accepté ce soir d'être sur notre plateau pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. On aura certainement d'autres occasions de vous recevoir sur nos plateaux pour donner plus de détails, certainement pour le 31 décembre, pour d'autres personnes qui, je ne le souhaite pas, mais bon, s'ils se plaignaient, Merci. qu'on puisse le dire. Merci pour nous. Merci Alain, merci Rayana, Toute la Côte d'Ivoire, très en verve c'est ce que soir. tu seras des- Merci Élisée, toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Immersion, c'est juste après nous en compagnie d'André Bois, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, à qui on dit joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, André. Bois. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour d'autres questions à débattre. À demain. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur la carte d'identité des Ivoiriens.